Nous montrons dans notre livre, c'est que justement, il y a suffisamment aujourd'hui de pratiques, de mouvements, etc., qui nous indiquent que l'homme est bien autre chose que cet homme économique égoïste. Et que, certes, si nous vivons tragiquement avec le capitalisme d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la tragédie du non commun, de l'absence de commun, il y a néanmoins des forces alternatives, des forces anticapitalistes et des pratiques qui développent justement des formes de coopération, des formes de coactivité. Et puis, plus encore, je crois que le mouvement même de la modernité comporte un élément extrêmement fort, extrêmement puissant, qui est celui de la démocratie. C'est-à-dire que quand nous parlons d'autogouvernement, qu'est-ce que nous faisons ? En l'occurrence, nous insistons sur le fait qu'il y a une tendance, une trajectoire, un axe très puissant dans nos sociétés qui est celui de la coactivité, de la codélibération et de la codécision. Et que c'est ça qui est au cœur des luttes anticapitalistes et qu'il faut faire réémerger, qu'il faut en quelque sorte, dont il faut donner le principe aujourd'hui. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que la contre-force en question, elle doit être, elle aussi, instituée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas jaillir spontanément, ni de la technologie, ni des relations sociales, ni d'instincts comme ça, qui seraient à l'état naturel. Donc c'est pour nous quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, du projet. Le mouvement lui-même doit produire ces institutions. Oui, je crois que de ce point de vue-là, il y a une précision à apporter, c'est que nous ne pensons pas que l'homme soit naturellement égoïste, nous ne pensons pas non plus que l'homme soit naturellement bon, et nous nous méfions de manière générale de toutes les philosophies qui parient sur tel ou tel penchant à l'intérieur de l'humanité et qui font des spéculations sur l'humaine nature. Nous pensons que les hommes sont d'abord et avant tout ce que les pratiques qu'ils adoptent et qu'ils mettent en œuvre font d'eux. Voilà. Donc toute la question est de savoir quelles sont ces pratiques. Toute la question est de savoir quelles sont les pratiques qu'il convient d'encourager. Et puis sur les irruptions démocratiques, c'est vrai, ce sont des mouvements qui sont assez parcellaires. Il est complètement utopique, enfin, au mauvais sens du terme, de notre point de vue. Non abouti. Ou non abouti. Mais enfin, qui ont regardez du mal à s'instituer. Voilà, mais précisément, c'est la question de l'institution à ce moment-là qui est posée. Vous êtes pourtant très très critique à l'égard de ceux qui attendraient un nouveau Keynes ou un nouveau Roosevelt. Pourtant, on a dans le XXe siècle des exemples avec quelqu'un comme Roosevelt de manière de redistribuer ou du moins de réduire les inégalités qui ont opéré. Ça, vous pensez que c'est inimaginable aujourd'hui? Il y a plus rien n'est le capitalisme n'est pas amendable. Voilà, je crois qu'avec le néolibéralisme, nous avons des leçons à tirer quant au fait que désormais nous sommes entrés dans une période où en effet on doit, remiser de côté toutes les illusions quant à un bon réformisme du capital, si je puis dire. Une redistribution des profits, des dividendes, etc. et un retour vers l'état social. En effet, nous pensons que le réinvestissement nostalgique en direction de Keynes, de Roosevelt et d'autres est une illusion. Les problèmes ne sont plus seulement celui d'un retour de la croissance et du plein emploi. Je veux dire, tout le monde sait que nous avons besoin d'une rupture beaucoup plus profonde avec le système économique et que la croissance elle-même est un problème et pas seulement une solution. Et donc, je crois que nous sommes face à ce que nous avons appelé une nécessité révolutionnaire, une nécessité de révolution. C'est-à-dire au sens, non pas d'une insurrection soudaine, brutale, violente, etc., mais au sens d'une remise en cause profonde des institutions centrales de notre société. En fait, ce qu'on essaye de faire, après avoir dit qu'une politique du commun était pour nous nécessaire, et la conséquence, en quelque sorte, logique de tout ce qui précédait, c'est-à-dire finalement de cette explicitation du principe du commun comme principe politique, et ce que nous faisons, effectivement, c'est que nous déclinons, au fond, ce principe sous différents angles, selon différentes pistes. Ce qui nous semble vraiment important, c'est que ce principe du commun, comme principe d'autogouvernement dont on a parlé, comme principe d'institution des communs, peut s'appliquer et doit s'appliquer à l'ensemble du champ social, à toutes les sphères d'activité. C'est-à-dire que ça peut être un principe général. Alors évidemment qui peut prendre des formes différentes selon qu'on a affaire à des services publics ou au monde associatif ou à des entreprises privées. Et en fait, ce qui nous a surtout semblé important, c'est de dire que la stratégie à laquelle nous devions penser n'était pas une stratégie, si vous voulez, d'élargissement, par exemple, d'un tiers secteur de type économie sociale et solidaire qui pourrait gagner en fait sur d'autres secteurs, mais c'était au fond une transformation simultanée, convergente de tous les secteurs, de toutes les formes d'activité.
Et en particulier, nous attachons beaucoup d'importance à l'entreprise privée. Vous n'êtes pas sans vous être rendu compte qu'au fond, désormais, l'entreprise privée était un domaine tabou, sur lequel nous ne pouvions rien dire. Au fond, on pouvait s'appuyer sur le service public ou sur le monde associatif, mais c'était une sorte d'enclos sacré. Eh bien non, pour nous, c'est encore aujourd'hui le centre du problème, c'est-à-dire là où s'exerce de la façon la plus terrible la domination du capital sur le travail. Et que c'était vraiment en ce lieu-là qu'il fallait penser une réorganisation des rapports sociaux. Alors, ça peut paraître effectivement peut-être un peu ancien comme problématique, mais pour nous, si on le pense dans le cadre général d'une transformation de la société, je crois que nous avons là une voie, une piste, qu'on appelle une piste révolutionnaire. Oui, pour en revenir à la seconde proposition sur le droit d'usage, il me paraît important de relever en effet cette opposition entre l'usage et la propriété. Parce que vous avez bien remarqué que ce n'est pas la propriété collective, encore moins la propriété étatique, contre la propriété privée qui constitue l'axe de ces propositions politiques. C'est justement l'usage et le droit d'usage contre la propriété, quelle que soit sa forme. Alors c'est quelque chose qui est expérimenté dans différents mouvements, que ce soit en Espagne, les ouvriers agricoles de Saumont, que ce soit des coopératives dans d'autres pays. Ce qui nous semble important, c'est que justement, le véritable usage ne consiste pas à consommer. Il y a peut-être justement une incompréhension sur la notion d'usage. Quand on parle de la valeur d'usage, par exemple, chez Marx, on parle de la valeur d'usage au sens de la consommation d'une chose en fonction de son appropriation à des besoins. Là, ici, ce qui nous semble important, c'est que justement, l'usager tel que nous le pensons n'est pas un consommateur, il est un coproducteur de règles. Et il y a à ce moment-là une délibération sur les règles de l'usage commun, qui font que justement la chose dont cet usage relève n'est pas abîmée ou détruite, mais au contraire préservée, conservée et améliorée. Donc il faut bien comprendre que l'usage tel que nous l'entendons dans cette deuxième proposition politique, c'est pas du tout l'usage tel qu'on l'entend habituellement. C'est quelque chose qui relève justement du gouvernement. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de droit d'usage s'il n'y a pas de droit de décider des règles de l'usage. Voilà, ça c'est un point absolument décisif.